à l'AMSES que je me suis intéressé à ce sujet de la médecine environnementale, à laquelle je n'ai pas du tout été formé. Et c'est grâce à eux, et je tiens encore une fois à les remercier, qui m'ont mis sur cette voie qui est passionnante. Et donc justement, je suis en cours de passer un diplôme justement de médecine environnementale pour mieux appréhender tous ces éléments-là. Donc, merci, c'est très gentil. C'est gentil. Donc écoutez, là, donc c'est un sujet difficile qui m'a été demandé. Donc bon, je ne pensais pas qu'on allait le faire après le repas, donc c'est encore plus difficile. On va essayer de rester éveillé. Alors difficile, pourquoi difficile? Parce que déjà, je passe après des imminents professeurs connus de façon internationale avec beaucoup de travaux, donc des grandes démonstrations donc, qui nous ont convaincus ce matin. C'est vrai que là, donc, le sujet qui m'a été demandé, c'est le diabète à la Martinique. Donc c'est un sujet qui est difficile puisqu'on n'a pas beaucoup d'éléments, on va dire, ou d'études, on va dire, mécanistiques ou en tout cas qui cherchent à déterminer des liens de causalité pour expliquer cette épidémie de diabète sur notre île. Donc je ne vais pas être dans la démonstration de preuves, on va plutôt être dans des données un peu observationnelles ou en tout cas définir, je dirais, une population qui est la nôtre. Donc j'ai essayé à travers ces quelques diapos de vous donner des éléments les plus récents possibles. Mais j'ai dû faire des choix, donc un par le temps et deux par rapport à ce qui a déjà été dit donc, ce matin. Donc, tiens, ça ne marche plus tout d'un coup. Ah, je n'ai pas allumé, pardon. Ok, hop, autant pour moi. Bon, je sais plus. Attends, je comprends pas. Hop. Ah voilà, c'est bon, c'est parti. Ok, donc un topo en deux parties. D'abord des données épidémiologiques classiques que vous connaissez, mais j'espère les actualiser un peu. Et puis quelques éléments donc, de facteurs contribuant à cette prévalence de diabète sur notre île. Alors j'ai choisi le diabète de type 2 exclusivement parce que il y aura trop de choses à dire pour le type 1. Ça va être compliqué d'aborder les deux approches en même temps. Donc quelques données épidémiologiques. Donc, on connaît bien. Alors, j'ai un peu de mal avec ce petit outil là. Voilà. On connaît bien donc les données de l'étude Canary qui ont déjà été largement communiquées. Donc, on ne va pas s'étaler, mais juste pour se rappeler des éléments basiques, donc qui nous différencient par rapport à la métropole. Donc, un, la forte prévalence. Deux, la prévalence qui prédomine chez les femmes, donc avec un sexe ratio inversé. 3, une prévalence avec un âge, je dirais un pic d'âge de la maladie qui est plus précoce qu'en métropole et qui arrive en gros une dizaine d'années avant. Bon, je pense que je passerai avec le moniteur. Voilà. Donc, je vous ai donné donc, ici une étude qui a été publiée récemment qui concerne donc, la prévalence du diabète traité donc en France entière, mais uniquement des personnes de plus de 45 ans. Donc l'objectif était donc de concerner uniquement les personnes donc, atteintes de diabète de type 2. Et les auteurs avaient pour objectif d'évaluer l'évolution de cette prévalence entre 2010 et 2017 pour voir si effectivement il y avait un effet plateau ou si la prévalence continuait à augmenter. Premier objectif. Deuxième objectif, c'était aussi de déterminer le taux d'incidence puisqu'on n'avait pas d'éléments aujourd'hui donnant le nombre de nouveaux cas par an. Donc cette étude, vous voyez ici donc, la présentation, vous avez la prévalence qui est affichée ici en pourcentage. Ici, donc, c'est l'incidence. En bleu, donc, ce sont les hommes. Les femmes sont en rouge. La prévalence, c'est le trait plein. L'incidence, le trait donc, qui est espacé. Donc vous voyez qu'entre 2010 et 2017, il y a une augmentation progressive constante de la prévalence, donc du nombre de patients diabétiques donc au fil des années. Donc en haut, ce sont les hommes, donc en bas sont les femmes. Donc en moyenne, il y a plus de diabétiques de sexe masculin que de sexe féminin. Si on regarde maintenant l'incidence, on constate qu'entre 2012 et 2017, il y a plutôt une diminution du nombre de nouveaux cas de patients traités pour diabète de type 2.
Bon, je pense que le bidule, là, il ne marche pas forcément très bien. Donc voilà. Ah. Voilà, donc ici, donc c'est la prévalence par région. Donc c'est pas forcément facile à lire, mais ici, ce sont les régions où la prévalence est la plus faible. Là, les régions, la prévalence est la plus élevée. En bleu, les hommes. En rouge, les femmes. Les cercles pleins, c'est 2017. Les cercles vides, c'est 2010. Et ainsi également pour les femmes. Donc ce qu'on constate, c'est déjà ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la prévalence du diabète est beaucoup plus élevée dans les régions d'outre-mer, donc qui sont à droite. Donc on a la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion qui sont donc sur la droite, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Donc les femmes sont ici. On constate également que la prévalence du diabète, c'est uniquement en outre-mer qu'on a une prévalence de diabète qui est plus élevée chez les femmes. Dans les autres départements et régions de France, la prévalence du diabète est plus fréquente chez les hommes. L'autre élément, c'est qu'on constate que la prévalence du diabète, comme on dit tout à l'heure, donc a tendance à augmenter entre 2010 et 2017, ça on l'a dit, chez les hommes. Mais par contre, ce qu'on constate, c'est que chez les femmes, la prévalence du diabète diminue. Et ceci est surtout visible, et d'ailleurs uniquement visible dans les îles, aux Antilles et à La Réunion. Concernant l'incidence, donc le nombre de nouveaux cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'incidence diminue, donc ça illustre ce qu'on a dit tout à l'heure, donc aussi bien chez les hommes que chez les femmes, et l'incidence diminue davantage chez les femmes en Martinique et en Guadeloupe entre 2017 et 2012. Et donc du coup, en conclusion de l'article, hein, donc en dehors du fait que la prévalence augmente légèrement chaque année, l'incidence des patients diabétiques de type 2 traités a tendance à diminuer. Cette diminution est plus marquée chez les femmes et plus marquée dans les DOM. Donc, en corollaire de cette baisse de l'incidence et malgré tout l'augmentation de la prévalence, on comprend que finalement c'est la mortalité des patients diabétiques qui diminue. Je ne sais pas, j'arrive pas à passer les diapos. Non, ça veut dire que c'est pas immédiat. Alors, donc, comme je disais, comme il y a une tendance à l'augmentation de la prévalence globale, par contre, on voit que l'incidence diminue. Donc, ce qui se passe, c'est que probablement donc, les gens vivent plus longtemps. C'est pour ça qu'il y a plus de cas cumulés. Mais comme il y a moins de nouveaux cas, cette différence finalement entre les deux, entre le nombre de nouveaux cas et le nombre de cas cumulés, c'est du coup lié à la diminution de la mortalité. Et cette diminution de la mortalité a été confortée dans des analyses d'échantillons représentatifs de des populations diabétiques, donc ces échantillons entraident. Donc il y a des cohortes qui ont été établies autour de 2001, des cohortes autour de 2007. Et ils ont constaté effectivement une diminution du taux de décès standardisé, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Alors certes, il y a une surmortalité masculine dans le diabète de type 2 qui se maintient, malgré la diminution globale de la mortalité. Et cette surmortalité des patients diabétiques par rapport à la population générale demeure, hein, malgré la diminution de la surmortalité globale. Et cette surmortalité concerne surtout les maladies cardiovasculaires et les tumeurs malignes. Voilà, donc pour les Antilles, donc globalement, donc j'ai pas trouvé de données plus récentes que celles de 2007 à 2009, mais on a une surmortalité donc des personnes diabétiques aux Antilles, aussi bien à Martinique, Guadeloupe, par rapport à la métropole, avec une surmortalité globalement multipliée par 2. On retrouve aussi bien aux Antilles qu'en métropole la surmortalité masculine. Et en gros, dans ces données, il y a une dizaine d'années, l'âge moyen de décès dans les Antilles ou en région d'outre-mer en général était plus précoce en moyenne, à peu près un peu moins de 10 ans en moyenne qu'en métropole. Alors désolé hein, pour le décalage entre chaque diapo, mais c'est indépendant de ma volonté. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que donc, le diabète représente un problème par rapport à sa fréquence.
par rapport donc, à la surmortalité des patients diabétiques par rapport à la population générale. Et également un problème par rapport aux complications qui sont possibles avec le diabète et du coup à la morbidité de cette maladie liée à ces complications avec une surmortalité, on l'a dit, mais aussi une surmorbidité au niveau cardiovasculaire, au niveau des risques d'AVC, du risque de maladie rénale chronique, du risque d'amputation, du risque de plaie. Donc tous ces risques donc sont plus élevés chez les patients diabétiques et font toute la morbidité et tout le coût global de la maladie. Donc ça, c'est de façon générale en France entière, mais en Martinique et en Guadeloupe également, mais je n'ai mis que la Martinique, il y a du coup une augmentation de ce risque du patient diabétique par rapport au patient non diabétique, notamment par rapport au risque rénal, au risque d'infarctus, etc. Donc l'infarctus, on a un petit peu moins en métropole, au contraire, mais surtout au risque rénal, risque d'AVC et risque de plaie des pieds. Donc ces données épidémiologiques sont un peu, on va dire, fastidieuses. C'est vrai que en postprandial, c'est pas évident à digérer, mais je pense que c'était important de les rappeler pour bien identifier la problématique qu'on aborde cet après-midi, qu'on a déjà vu ce matin. Et donc là, je vais essayer de partager avec vous quelques facteurs, je ne vais pas dire explicatifs, mais en tout cas contribuant probablement à cette prévalence du diabète. On a déjà vu ce matin les présentations qui expliquaient on va dire le mécanisme. Finalement, on est parti d'un mécanisme traditionnel qui était celui de la génétique. Donc on sait maintenant que c'est plutôt un terrain multigénique, mais que ce terrain multigénique, même s'il est en fond, avec cette hérédité, cette fréquence des antécédents familiaux, on sait qu'il n'est plus suffisant et que c'est bien l'interaction qu'il y a entre l'environnement au sens large, le mode de vie et tous ces éléments de la vie fétale qui va finalement amener au développement de la maladie. Donc, qu'en est-il des perturbateurs endocriniens et le diabète de type 2 en Martinique? Donc, il y a très peu de données, donc très difficile à en parler, très peu de données spécifiques, on va dire, sur l'île. Donc, pour la chlordécone, comme ça a été dit ce matin, donc j'ai pas trouvé d'association, on va dire, montrée. Donc, l'étude notamment qui a été faite dans la cohorte Timoun, qui a été rappelée ce matin, n'a pas retrouvé d'association entre l'imprégnation à la chlordécone et l'incidence du diabète gestationnel pendant la grossesse. Concernant les autres perturbateurs endocriniens, il n'y a pas non plus de lien de causalité qui a été démontré, en tout cas localement. Ce que j'ai pu retrouver en termes d'imprégnation, ce sont les données de l'étude Conary, qui a publié les imprégnations de certains organochlorés, notamment le DDE et les PCB. Dans l'étude Conary, il était conclu que le niveau d'imprégnation était plutôt plus faible qu'en métropole pour ces deux polluants organiques persistants. C'est les contaminations, je vous ai rappelé ici pour information. Alors, il y a d'autres associations connues qui ont été rappelées ce matin largement, bien démontrées. Donc là, je n'ai mis que quelques exemples non exhaustifs. Je les ai cités pourquoi ? Parce que dans l'étude Conary, il était prévu un volet également avec une biotech, ce qui devrait effectivement permettre un dosage ultérieur de ces polluants. Et a priori, d'après ce que j'ai compris, il y avait un problème il y avait un financement qui n'était pas spécifiquement alloué, en tout cas pour l'instant. Donc ça, on a vu les données du coup environnementales, concernant ces polluants qui nous entourent. Donc pas de données spécifiques pour la Martinique, en tout cas peu de données. On sait par contre qu'en Martinique, on a un problème de vieillissement de la population. On a vu tout à l'heure que dans la prévalence du diabète augmente avec l'âge. Donc il est certain que le vieillissement de la population, c'est un facteur qui participe à cette prévalence du diabète qui va aller forcément en augmentant avec l'âge. Avec le temps plutôt, une population qui est plus volontiers féminine, notamment dans les tranches d'âge plus élevées, puisque les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Et l'autre problématique, c'est celle des jeunes, puisque la tranche de 20-40 ans, c'est une tranche où il y a effectivement un déficit de population, avec beaucoup de jeunes qui partent, et du coup un déficit de natalité qui va forcément faire qu'aggraver la situation. L'obésité est un élément également déterminant dans cette prévalence du diabète. On a parlé ce matin avec les polluants favorisant l'obésité.
Donc vous connaissez les données épidémiologiques déjà publiées. Les particularités que nous avons ici, c'est une obésité qui touche plus volontiers la femme que l'homme et qui arrive plus jeune globalement qu'en métropole, avec une obésité qui est 2 fois plus fréquente qu'en métropole. L'autre élément que je n'ai pas dit mais que j'ai noté sur la diapositive, c'est ces problématiques de précarité associées à l'obésité, puisque plus volontiers, les personnes en situation d'obésité ont des faibles niveaux, je dirais, sociaux et faibles niveaux du coup éducatifs et de revenus. Alors cette étude, je voulais citer parce que je trouve intéressante, c'est Philippe Carrère, qui est un ancien chef de clinique là, du CHU en médecine générale, qui a fait ce travail sur une population de Saint-Martin, donc c'est pas en Martinique, mais c'est en Saint-Martin. Ça nous renvoie un petit peu à nos responsabilités, si je peux dire, puisqu'il a regardé si la sous-estimation du poids qu'ont ces personnes donc de Saint-Martin, si cette sous-estimation de leur statut pondéral pourrait être liée à un manque d'information des professionnels de santé concernant leur état pondéral. Donc il a recueilli une échantillon de population représentative de Saint-Martin et il a constaté qu'une bonne partie des populations saint-martinoises je dirais, ne se visualisaient pas comme étant en situation d'obésité alors qu'ils l'étaient. Et une bonne partie d'entre eux également disaient ne pas avoir été informés par les professionnels de santé qu'ils ont pu rencontrer de leur statut pondéral. Et il a trouvé une corrélation entre ce manque d'information de leur statut pondéral et, je dirais, cette perception, cette mauvaise perception de leur statut. Donc, bon, c'est une corrélation, on n'est pas dans la preuve de causalité, mais c'est quand même à réfléchir. Les modèles corporels, donc vous savez qu'ils sont différents en fonction des sociétés. Donc moi, je ne suis pas sociologue, mais enfin, on le lit. Donc les normes en matière de corpulence varient d'une société à l'autre. Et c'est vrai que dans nos régions, classiquement, il est d'usage de dire qu'un enfant qui est rond, c'est un enfant qui est en bonne santé. Je dis ça sous le contrôle du pédiatre. Et c'est vrai que les rondeurs étaient souvent associées à la bonne santé, notamment chez les enfants. Chez la femme, plutôt à la féminité, à la maternité. Donc, du coup, une perception qui était plutôt positive. Alors, c'est vrai que ça change avec les jeunes générations qui sont plutôt dans la culture du corps, ce qui n'est pas forcément mieux. Mais il y a cet élément également culturel à prendre en compte. Voilà, la précarité, c'est un élément qui est important dans nos sociétés. Ici, j'ai rapporté les données de l'INSEE sur la fréquence de nos compatriotes qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté, puisqu'il y a quand même 29% de la population qui vit au-dessous du seuil de pauvreté, donc 2 fois plus qu'en métropole. Et cette population qui vit donc, dans ces situations de pauvreté, c'est une population qui sont jeunes, souvent, dans des situations de famille monoparentales, et donc dans des foyers de jeunes parents de moins de 30 ans, ou en tout cas de jeunes ménages de moins de 30 ans. Et donc cette précarité est associée au fort taux de chômage, avec une problématique qu'on connaît. J'ai voulu quand même vous évoquer la problématique du syndrome dépressif. Alors c'est vrai que j'ai pas trouvé d'autres substrats, on va dire, pour communiquer dessus. On connaît bien les relations entre l'état psychique, le stress chronique, le mental, tout ça a l'influence sur le corps. Et il est vraisemblable qu'un état de stress chronique, un syndrome dépressif et troubles anxieux, tous ces syndromes, on va dire, de l'ordre de la psychologie ou de la psychiatrie, s'associent, et on le sait dans la littérature, à un risque élevé de diabète, même si, là encore, le lien de causalité n'est pas établi, puisqu'il y a d'autres facteurs qui interfèrent et qui confondent finalement cette association. Mais j'ai trouvé cette donnée intéressante sur la forte prévalence des syndromes dépressifs en Martinique par rapport à la métropole. Une prévalence qui touche plus volontiers les femmes, donc ils sont plus vulnérables, plus volontiers aussi les familles monoparentales, donc ils sont plus touchés par la dépression. Et des facteurs qui protègent finalement de ces syndromes dépressifs dans ces données sont le niveau donc, de vie plus élevé et également les personnes qui ont une pratique régulière d'activité physique. Donc ces données, effectivement, ont été publiées récemment. C'est une enquête de santé européenne qui a été faite en France entière. Dans la même enquête, donc on trouve également un volet sur l'activité physique et la sédentarité. Donc on connaît, je dirais, le danger de la sédentarité.
Les personnes interrogées qui représentaient donc la population martiniquaise étaient moins volontiers sédentaires qu'en métropole, mais cette sédentarité tout de même était également plus forte chez les femmes. Donc on retrouve également chez la femme un profil à la fois de risque par rapport à ce syndrome dépressif, par rapport à la sédentarité. Le niveau de vie plus élevé était associé à la sédentarité. Pourquoi? Peut-être par rapport effectivement au temps passé devant les écrans dans le cadre du travail, à voir. Et également la sédentarité était plus fréquente chez les jeunes. Donc probablement cette histoire d'écran également. L'activité physique est l'autre partie, finalement, l'autre volet donc, de l'activité, l'autre volet donc, qui est important à traiter. Donc on n'a que 17% des Martiniquais qui déclarent faire au moins une demi-heure d'activité physique par jour, contre 30% en métropole. Là aussi, les femmes sont moins actives que les hommes. Et dans les modèles d'ajustement, on voit que cette faible activité physique est volontiers associée donc au sexe, donc on a dit donc, les femmes, et que les personnes qui ont un niveau de vie plus élevé pratiquent plus d'activité physique régulièrement que les personnes qui ont un niveau de vie moins élevé, en tout cas d'activité physique dans le cadre de loisirs. Un des freins à l'activité physique, c'est donc les moyens de transport. Donc on sait effectivement que la voiture est un élément ici qui est important dans les ménages, puisqu'on a un taux d'équipement qui est très élevé. Et on voit qu'il y a une progression également de l'équipement de véhicules neufs. Ici, vous voyez en bas, donc c'est en métropole. Ici, c'est en Martinique. Donc vous avez un taux d'immatriculation, bien sûr, qui est ajusté, qui explose en Martinique par rapport à la France métropolitaine. C'est vrai que quand on regarde l'enquête qui a été faite par l'INSEE là, en 2018, qui a comparé, alors vous ne voyez pas bien les chiffres, mais je vais vous dire les éléments clés, qui a comparé en fait les moyens de locomotion des personnes actives. Ils ont montré que globalement, entre 2009 et 2014, moins de personnes se déplaçaient à pied pour aller au travail. Donc les chiffres sont autour de 5% des personnes. Moins de personnes utilisaient un vélo pour aller au travail, moins de personnes utilisaient les transports en commun pour aller au travail, et plus de personnes utilisaient leur voiture personnelle, le camion, la fourgonnette pour aller au travail. Donc du coup, il y a effectivement un comportement qui change et pas forcément dans le bon sens. Ici, j'ai pris quelques photos donc tout près de chez moi pour illustrer les difficultés par rapport au mode de transport. Donc vous voyez ou pas, ou très peu, mais enfin ici, vous avez effectivement un arrêt de bus qui est juste en face d'un terre-plein, sans trottoir, sans abri de bus. Là, vous avez un arrêt de bus, alors qu'un abri de bus ici, mais entre deux, il y a un fossé avec de l'herbe, enfin, quelque chose de complètement incroyable. Et vous avez ensuite des routes comme ça, avec un pente énorme. Donc c'est sûr que tout ça, le contexte géographique, le contexte climatique, n'est pas forcément encourageant pour la pratique des activités physiques, on va dire, au quotidien. Le vélo, donc on a vu que très peu de personnes pratiquent du vélo ici, donc on a tous assisté aux événements tragiques là, récents encore, sur la difficulté de pratiquer le vélo, le défaut de pistes cyclables. Il y a 2 pistes de cyclisme que j'ai pu répertorier, mais les pistes cyclables, il n'y en a quand même pas énormément, donc ça aussi, ça participe au défaut de pratique d'activité physique. Alors, un autre élément qui me tient à cœur, moi, c'est le sommeil. C'est vrai qu'on a travaillé dessus donc il y a quelques années. Il y a très peu de données locales d'ailleurs sur la qualité ou le nombre d'heures dormies qu'on dort en moyenne en Martinique. Pourtant, on connaît la forte association entre sommeil, durée de sommeil, qualité de sommeil et le diabète, l'obésité, tout ça. On sait que les petits dormeurs, notamment les hommes petits dormeurs, sont plus à risque de développer un diabète. Et les femmes qui sont plutôt des grandes dormeuses, celles qui sont en tout cas grandes dormeuses, ont un sur-risque de développer un diabète. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en compte dans l'éducation à la santé. Et j'ai trouvé cette donnée de l'INSEE là, donc, en 2009 et 2010, qui est une échantillon non représentative de la population, qui a visé à recueillir donc, on va dire, les modes de vie, comment les gens occupaient leur temps. Et ils ont retrouvé que les Antillais, en tout cas parce qu'ils ont combiné Martinique, Guadeloupe, ils ont différencié avec la Réunion, aux Antilles, en moyenne, les personnes déclaraient dormir 1 heure de moins qu'en métropole. Donc après, il y avait une discussion autour des raisons de ça.
Et cette différence du fait qu'on dort moins, enfin, dans ces échantillons-là en tout cas qu'en métropole, n'était pas clairement explicable, puisqu'on ne retrouvait pas cette différence avec la Réunion. Donc quoi qu'il en soit, c'était plus une illustration pour dire que le sommeil, c'est un vrai enjeu en termes de prévention aussi du diabète et des troubles, on va dire, métaboliques en général, et que c'était un support pour vous en parler. Alors pour finir, donc on va parler alimentation, puisque c'est aussi le nerf de la guerre, on l'a vu. Donc je vous ai ici mis quelques données là, de l'étude publiée récemment d'enquête de santé européenne. Donc c'est une population qui est représentative de la population martiniquaise. Et on voit que 49% des Martiniquais déclarent ne manger aucun fruit ou légumes tous les jours. Donc, ce qui est quand même assez important. Quand on fait les modèles d'ajustement, on voit que cette consommation quotidienne, enfin, je parle bien de tous les jours, donc c'est vraiment quotidien, cette consommation quotidienne de fruits et de légumes est associée avec l'âge. Donc les personnes qui sont dans une tranche d'âge plus mûre consomment plus de fruits et légumes tous les jours. De consommer moins de sucre est moins bien perçu chez les personnes, donc du coup peut-être avec un niveau éducatif moindre, ou en tout cas moins de moyens financiers, et aussi bien les messages de mieux manger, on va dire, quotidiennement, et mieux perçus par les personnes qui ont effectivement un niveau de vie plus élevé. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une difficulté avec une certaine vulnérabilité des personnes en situation de précarité. Alors bon, ça passe pas. Voilà. Bon, pour conclure, donc c'est vrai que c'est une présentation qui était, on va dire, complexe pour moi parce que les messages autour de la santé environnementale, spécifiquement à la Martinique, sont difficiles à trouver. Donc j'ai choisi de vous parler de choses, on va dire, traditionnelles, mais qui restent quand même des problèmes peut-être pas spécifiques, mais plus marqués en tout cas dans notre région par rapport à la métropole. Donc on a vu la forte prévalence du diabète, on a vu les problèmes que ça pose par rapport à la mortalité, la surmortalité. Il y a une incidence qui diminue sur les données récentes, donc tant mieux. Donc on est sur un problème majeur de santé publique qui a été largement évoqué ce matin. Donc c'est sûr qu'il y a des actions à mener qui sont certes complexes. Donc moi je n'ai pas la prétention de dire ce qu'il faut faire, mais vraisemblablement il faut jouer sur plusieurs leviers. Donc là ce matin on a bien évoqué la problématique des perturbateurs endocriniens, et ça c'est sûr que ces leviers il faut absolument les utiliser. Donc c'est dans ce sens que je me suis sensibilisé en fait à cette problématique, et je vais essayer de m'y intéresser au mieux. Donc le bouclier qualité-prix aussi, c'est une problématique. L'éducation nutritionnelle, qu'est-ce que c'est que bien manger, c'est pas facile aussi à communiquer auprès des jeunes. Il faut aussi utiliser des actions sur les facteurs de soins, donc promotion de la santé physique, mais aussi la santé psychique est un élément fondamental. L'accès aux soins, les facteurs liés à la pratique de l'activité physique au sens large. Et également, on a bien vu cibler les personnes vulnérables, qui sont des personnes qui sont très à risque par rapport à cette pathologie. Et également les périodes de vulnérabilité, on l'a bien dit ce matin. La grossesse, pour nous en tout cas, dans notre projet de développement dans le service, on a vraiment envie de se consacrer à cette thématique-là, c'est-à-dire la protection, ou en tout cas la prévention de ces maladies chroniques, mais au stade préconceptionnel et conceptionnel, puisque c'est à ce moment-là qu'on a effectivement les leviers. Du coup, évidemment, donc on doit de la grossesse, les nourrissons, l'allaitement, la petite enfance et les adolescents. Voilà, donc c'était un petit peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Voilà, je vous remercie.